Bonsoir à toutes et à tous. La fermeture de Bridgestone provoque une onde de choc dans toute la France. C'est révoltant, dit Bruno Le Maire. C'est un assassinat selon Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Il sera avec nous en direct. Nous parlerons du nouveau palier franchi dans la crise du Covid. Olivier Véran demande de nouvelles mesures à Lyon et à Nice. Par ailleurs, il annonce une série de catégories prioritaires pour les dépistages. On entendra à ce sujet le spécialiste, le professeur Didier Pittet. Et puis voici le nouveau visage du trésor de TF1. Marie-Sophie Lacaro succède à Jean-Pierre Pernaut. C'est la suite d'une aventure de 33 ans. On entendra Jean-Pierre Pernaut dans un instant. 33 ans de souvenirs en commun, les grands événements internationaux, mais aussi évidemment l'ancrage dans les régions. Il sera dans quelques minutes l'invité de cette édition. Tout d'abord, ce coup de tonnerre économique qui résonne dans tout le pays. Le fabricant de pneus Bridgestone fermera dans les Hauts-de-France. C'est un grand site industriel. C'est la vie de plus de 800 familles. La direction est japonaise. Elle s'attire les foudres de toute la classe politique. Les mots assassinat, brutalité, trahison, c'est la condamnation générale sur le fond et sur la forme de cette annonce très soudaine, brutale, disent les commentaires. On va entendre les réactions des employés. À 9h30, notre directeur du site nous a annoncé une fermeture d'usine avec le sourire. Forcément, on ne peut pas être content. Là, vous voyez très bien, on n'est pas bien, c'est notre job, c'est notre usine. Ça nous a fait vivre pendant des X années. J'ai quand même presque 40 ans d'entreprise. J'ai mon père qui a travaillé ici. Et ça me tient à cœur particulièrement que cette entreprise, elle perdure dans le Béthunois, qui est quand même très touché en emploi. Tout a été programmé depuis le début. Donc à l'époque, ils ont voulu faire ici un accord de performance collectif. Et on se rend bien compte que l'accord de performance collective, ça allait nous amener, quoi qu'il arrive, l'usine allait fermer. Que ça se ferme comme ça du jour au lendemain, sans être prévenu, sans rien, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Voilà pour les premiers concernés. Écoutez maintenant la réaction du gouvernement. Il parle d'un acte révoltant et de trahison. C'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond, et une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone. C'est une entreprise japonaise qui a pris une décision révoltante avec une méthode révoltante et des conséquences révoltantes. C'est un acte qui manque singulièrement de forme. Eh bien, Bridgestone aura à rendre des comptes. Réaction du gouvernement et réaction de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Xavier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous-même, vous avez été averti ? Écoutez, c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis longtemps et donc on avait pris les devants avec le gouvernement et on avait obtenu en novembre dernier, fin novembre 2019, c'était pas voilà un siècle, une réunion de travail à Bercy avec les dirigeants du groupe au niveau européen. Pas seulement le directeur du site qui est juste un exécutant, mais au niveau du groupe. Et là, il nous avait dit, le marché du pneu n'est pas florissant, c'est vrai. On sait qu'il y a des problèmes de compétitivité, mais on peut vous garantir qu'à court et moyen terme, il n'y a rien à craindre et on verra ensuite pour les investissements, dont acte. C'est pourquoi vous dites mensonge, n'est-ce pas ? C'est le mot que vous avez prononcé, mensonge. Bien sûr. Les gars, ils nous disent les yeux dans les yeux. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien de programmé et tout ça. J'entends à nouveau cet été un peu des bruits, des rumeurs. Je saisis à nouveau le gouvernement en disant il faut qu'on les réunisse à nouveau pour vraiment y voir clair. Et là, on a eu lundi soir une conférence téléphonique où ils nous ont dit on examine différentes possibilités, mais au final, il faut fermer. On a mis un terme à cette réunion qui était une mascarade, réunion qui d'ailleurs donnait la nausée, et la ministre leur a dit vous avez 48 heures pour présenter un autre plan. Ils ne l'ont jamais présenté. C'est maintenant qu'il s'agit pour nous de ne pas être seulement dans l'indignation, mais de chercher des solutions. Alors Xavier Bertrand, comment pouvez-vous contre-attaquer dans les prochains jours ? Ça veut dire évidemment, on imagine, mettre de l'argent public sur la table, par exemple. Comment vous pouvez faire ? Alors, l'autre solution, c'est la suivante. C'est de dire au groupe, ce que vous n'avez pas fait depuis des années, nous vous demandons aujourd'hui de le faire, c'est-à-dire d'investir. Investir pourquoi ? Pour améliorer la compétitivité de ce site. Pas forcément fait des grandes écoles, je ne suis pas un financier, mais on sait tous comment on améliore la compétitivité d'un site. En investissant dans des nouvelles machines qui permettent de produire plus et pour moins cher. Ce qui voudra donc dire qu'il y aura aussi moins de personnel. Et nous aurons la responsabilité de retrouver une activité à ce personnel en moins. Mais si nous gardons 400, 500, 600 emplois, ça vaut la peine. Et pour faire quoi ? Pas ce qu'ils font aujourd'hui.
Aujourd'hui, ils font, Darius, des petits pneus pour des petits trous et ça ne se vend plus. Il faut donc produire des plus grands pneus pour des plus grandes roues. Si c'est ça, nous mettrons région et État de l'argent aux côtés de Bridgestone et donc leur investissement leur coûtera moins cher. Et ça leur coûtera certainement moins cher que d'être obligés de payer un plan social pour près de 1000 personnes, sans oublier justement tous les emplois indirects qui se retrouvent sur le carreau. Xavier Bertrand, S'ils pensent fermer cette usine, on entend votre proposition, mais si on se met à la place des Japonais, eux, c'est la liberté de l'industrie, du commerce, c'est extrêmement dur, on les a entendus pour ces plus de 800 familles, mais de l'autre côté, les Japonais, qu'est-ce qu'ils en ont à faire au fond? Est-ce que vous ne serez pas face à un mur? Alors on s'est bien trompé sur les Japonais alors. On se serait bien trompé sur les Japonais parce qu'il faut aussi aller contacter les interlocuteurs japonais pour qu'ils nous confirment que c'est aussi leur position. Ce n'est pas les valeurs japonaises, ça. Et puis, Darius, vous savez quoi? Bridgestone est top partenaire du Comité international olympique. Jeux olympiques de Tokyo, Jeux olympiques de Paris. Avec un tel comportement, ils sont vraiment raccord avec les valeurs de l'olympisme. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir qu'ils s'expliquent là-dessus. Et ce que je dis aussi à ce groupe, c'est que si vous pensez que vous allez partir comme ça en quelques mois, sans respecter les salariés, sans respecter justement ce territoire, ça ne se passera pas comme ça. Ça veut dire, très précisément, comment pouvez-vous faire sentir le faire? Est-ce qu'il y a de vrais moyens de rétorsion? Une guérilla juridique qui va leur coûter beaucoup plus cher et qui va leur prendre beaucoup plus de temps. Et donc, si ces gens-là, il n'y a que la calculette qui compte, qu'ils fassent bien leurs calculs, c'est plus intéressant d'investir que d'avoir aujourd'hui à engager cette guérilla juridique avec les pouvoirs publics en France. Xavier Ils Bertrand, peuvent réparer le mépris dont ils ont preuve avec un plan B. Pardon, est-ce qu'on ne se voile pas un peu la face sur la compétitivité de la France? Prenez l'exemple des masques. Souvenez-vous, en mars, tous les politiques qui disaient « vous allez voir, on va produire français, on va inonder, etc. » On va dans les pharmacies. En ce moment, Made in China, presque partout. C'est la loi du marché, du prix de la main-d'œuvre. Est-ce que ce n'est pas cette loi très froide, très dure, qui est en train de s'appliquer? Mais non, il faut aussi que tout le monde joue le jeu. Il faut aussi que les grandes surfaces achètent en France, même si c'est un peu plus cher. Moi, dans la région, j'achète des masques qui me coûtent plus cher, mais ils donnent du boulot à des gens qui sont ici. Et vous parlez sur la compétitivité. Vous m'expliquez pourquoi Toyota, grand groupe japonais, fabrique une voiture japonaise totalement made in France, made in Hauts-de-France? On n'est pas compétitif? Bien sûr que si, parce qu'il y a en plus une qualité du travail en France. Il y a une compétitivité des salariés. Il faut juste avoir affaire à des chefs d'entreprise qui sont respectueux. Un mot encore très politique. On peut regarder les tweets de Mme Le Pen, de M. Mélenchon dans ces deux parties du spectre politique. Évidemment, ils vont beaucoup en profiter dans les prochaines heures. Ils vont vous dire, mais vous, les gens qui avez le pouvoir en France depuis si longtemps, c'est un peu votre faute à vous. En vue de la présidentielle de 2022, ce qui se passe là, à Bridgestone, c'est capital pour vous aussi, que vous soyez vous-même candidat ou non d'ailleurs, pour la droite et la gauche classique, pour La République En Marche, c'est capital? Je n'ai pas bien compris, dans les tweets de Mme Le Pen et de M. Mélenchon, ils apportent des solutions ou pas? Vous pouvez les lire avec nous. Non, mais juste pour savoir, ils apportent des solutions? Ils ont en tout cas l'argument de dire « nous n'étions pas au pouvoir », diront-ils, « nous sommes une alternative ». Le sujet, il est simple. On peut faire part de son indignation. Moi, j'ai dit aux salariés quand je les ai rencontrés, moi, je suis là pour trouver avec vous des solutions. Et si demain, on a affaire à un mur, je devrais aussi trouver des solutions pour qu'on retrouve du boulot à ces salariés. D'accord? Xavier Bertrand, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et puis, on suivra les prochains développements dès lundi, si j'ai bien compris, les prochaines rencontres. Merci beaucoup. Samira El-Gadir, la crise à Bridgestone, et puis on va voir les images, le front social, ce sont aussi les manifestations notamment à Paris, pour les salaires, pour l'emploi, contre la réforme des retraites. On parle au fond du même sujet, cette rentrée qui est si chaude socialement. Ils étaient plusieurs milliers dans la capitale à l'appel de la CGT, de la FSU, d'autres organisations. La réforme des retraites, arrêtons-nous sur le sujet électrique, y compris sur les réseaux. C'est ce que vous observez, vous, les vérificateurs de TF1 et d'LCI. Première rumeur, affirmation qu'on entend beaucoup encore ces dernières heures, la réforme des retraites serait une condition
imposée par l'Europe. Est-ce que c'est vrai? On l'a beaucoup entendu, c'est ce qu'a affirmé notamment Adrien Quatennens, donc le député de la France Insoumise. Il était invité sur LCI la semaine dernière et selon lui, nous ne sommes pas près de voir les 40 milliards d'euros promis par l'Europe dans le cadre de ce plan de relance parce que ce déblocage est conditionné, je le cite, à de nouvelles réformes que les Français refusent, comme la réforme des retraites. Même discours chez Jordan Bardella, lui, il va même plus loin en affirmant que la réforme des retraites est inscrite noir sur blanc dans les textes de la Commission européenne. Sauf que c'est faux, Darius. L'Europe n'impose pas la réforme des retraites et même si elle le voulait, elle ne pourrait pas le faire parce que c'est au gouvernement français de décider. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que l'Union européenne voit d'un bon œil cette réforme des retraites. Elle le recommande d'ailleurs, elle la recommande à la France, elle recommande à la France de l'adopter. Elle l'a écrit dans son journal officiel. Regardez avec moi, l'an dernier, voilà, la réforme prévue du système de retraite pourrait aider à alléger la dette publique à moyen terme, c'est ce qu'estime l'Union européenne, et réduire ainsi les risques pesant sur sa soutenabilité. C'est peut-être ça le noir sur blanc dont parlait Jordan Bardella, mais attention, recommandation ne veut pas dire obligation. Autre affirmation plus générale sur les réseaux, oui ou non, le plan de relance en général est-il soumis à des conditions européennes? Oui, bien sûr. La France ne va pas aller au guichet de l'Union européenne avec un RIB et obtenir 40 milliards d'euros. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour obtenir les aides, la France doit se justifier, sur la manière dont elle va dépenser cet argent et surtout répondre aux priorités de l'Union européenne dans son ensemble, à savoir la transition écologique, par exemple, ou la transition numérique. Par exemple, pour appuyer son dossier, la France a déjà présenté tous les efforts qu'elle fait pour la rénovation énergétique des bâtiments ou pour la formation digitale. Concernant la réforme des retraites, si la France décide vraiment de la présenter devant la Commission, ce sera encore une fois le choix du gouvernement et pas une condition imposée par l'Europe. Samir El Gadir, merci beaucoup. Et votre rubrique, les vérificateurs, merci beaucoup. Merci à vous. L'autre temps fort du jour est la série des annonces faites au sujet du Covid. C'est un cap qui est franchi. Ce chiffre, tout d'abord, c'est le chiffre du jour. Il en est témoin. Plus de 10 500 nouveaux cas en 24 heures. Olivier Véran s'exprimait cet après-midi. 2 axes principaux. D'abord, les nouvelles mesures demandées à Nice et à Lyon. Ensuite, et c'est un grand changement, les catégories qui seront prioritaires pour les tests. Écoutez le ministre de la Santé. Conséquence directe de cette stratégie de test à grande échelle, c'est un embouteillage. Un embouteillage dans l'accès aux tests, surtout dans certaines grandes villes, là où le virus circule beaucoup. Et je voudrais d'abord remercier les Français pour leur patience et leur compréhension. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré une doctrine de priorisation des tests avec une liste de personnes prioritaires. Les personnes qui disposent d'une prescription médicale, les personnes symptomatiques, les soignants, les aides à domicile et les cas contacts. Professeur Pittet, bonsoir. Bonsoir Darius. Regardons ces catégories en détail, vraiment parce que ça concerne tout le monde, ces personnes qui seront prioritaires pour les tests. Les personnes avec prescription médicale, les personnes symptomatiques, les personnes contacts à risque, les professionnels de la santé. Si on lit bien ça, dans l'autre sens, qui doit maintenant s'abstenir de pratiquer des tests? Alors, s'abstenir, on peut toujours en discuter. Parce qu'évidemment, en France aujourd'hui, on est dans un des 3 pays qui testent le plus au monde. Et évidemment, c'est une des clés du succès. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, on va avoir un peu d'attente et un peu de délai. Mais par contre, il faut continuer à tester. Évidemment que les personnes qui partent en voyage, ils peuvent programmer à l'avance d'aller faire leurs tests et ils peuvent très bien attendre un petit peu plus ou un petit peu davantage. Les personnes qui simplement sont un peu angoissées pour aller se faire tester, disons qu'il faut qu'elles réfléchissent peut-être à 2 fois. Mais ce qui a été offert en France, c'est une large capacité de test, et ça, c'est important. Ça, c'est le discours apaisé, mais quand on voit les files d'attente, quand on voit la complication, on va aussi constater tout à l'heure le mécontentement des soignants, des laborantins qui sont dépassés. On dit, il faut se tester, mais attention, il ne faut pas trop se tester si on n'est pas une de ces 4 catégories. On sent quand même un flottement. Et je pense qu'il faut avant tout respecter des priorités. Et il faut organiser les sites de tests en fonction de ces priorités. Et c'est ce qui a un sens en termes d'épidémiologie pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Et puis aussi avoir
une information générale sur le pays et sur les différentes régions, parce qu'il y a des grosses différences en fonction des régions aussi. C'est lourd pour les professionnels, les laborantins. On va entendre certains d'entre eux à Montauban, par exemple. Ils sont surchargés, une grève a même eu lieu dans le sud-ouest. On va entendre quelques-uns de leurs témoignages. Les patients, ils sont de plus en plus dans l'agressivité. On peut entendre, hein, ils ont des attentes légitimes aussi. Un jour, peut-être que ce sera des agressions physiques. Il arrive que ça n'arrive pas aux mains, mais que ça en soit pas loin, et les gens ont peur, que le mal-être est général. Nos équipes sont très fatiguées, elles sont très sollicitées sur le front depuis plusieurs mois. On souffre au sein des laboratoires, de même que dans d'autres structures de soins, d'absentéisme et d'arrêt maladie, alors même qu'on a besoin de toutes nos forces. Professeur Pittet, quand même, on a l'impression d'un système dépassé. Alors, dépassé, je ne sais pas. C'est le revers de la médaille de vraiment avoir une stratégie agressive de test, et c'est ce dont on a besoin. Évidemment, on a besoin que le Français et le citoyen européen en général, de même que le citoyen du monde, respectent les mesures barrières. Distance sociale, hygiène des mains, et puis réflexe immédiat au moment où les symptômes seront là, aller se faire tester, parce que c'est la seule façon que nous avons aujourd'hui de repérer le redémarrage de la situation épidémique. La tonalité de ce jeudi, elle est particulière. Montrez-nous-la, avec les moyens du pauvre. Vous avez griffonné, montrez-le à la caméra, parce que je pense que rien qu'à l'œil, on comprend, je ne sais pas si on voit la courbe. En fait, j'ai regardé avec les courbes, Qu'est-ce qui se passe ? Le côté exponentiel dont on a beaucoup parlé, la crainte d'un moment exponentiel, est-ce que nous y sommes ? C'est ça qui est fondamental, justement, et on y est. On y est, mais on n'est pas dans la même dynamique qu'on était au printemps. Pourquoi ? Parce que à la fin du mois de juillet, début août, on avait 10 personnes positives pour 100 000. Ensuite, 15 jours après, on en avait 25. Puis donc 10, 25, 40 et maintenant 83. Ouais. Donc vous avez vu ma courbe finalement. C'est une courbe qui a pris l'exponentielle. Ouais. Et donc c'est ce qu'on attend dans cette situation épidémique-là. D'où la réaction des pouvoirs publics. On va entendre encore Olivier Véran, c'est l'autre aspect des annonces du jour, renforcement des mesures demandées à Nice et à Lyon. Le ministre de la Santé parle aussi de la mise sous surveillance accélérée de Paris, Toulouse, Rennes et Dijon. Écoutons-le. Nous avons donc demandé au préfet du Rhône et des Alpes-Maritimes de concerter avec les élus et les acteurs du territoire pour proposer au gouvernement d'ici samedi les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire. Les maires de Nice et de Lyon ont d'ailleurs déjà commencé à prendre des mesures par anticipation. À Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris, le taux d'incidence en population générale est élevé, les seuils critiques ne sont pas encore atteints, mais nous serons extrêmement attentifs à l'évolution de la situation dans ces métropoles. Voilà, Nice, Lyon, d'autres villes citées à court ou à moyen terme, et puis Marseille, évidemment, où nous allons nous rendre en direct avec vous. Laurent Papazian, vous êtes le chef du service de réanimation. Les nouvelles qu'on reçoit de là-bas sont plutôt inquiétantes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point critique qui est atteint ou qui risque d'être atteint selon vous ? C'est tout à fait possible, en particulier dans les prochains jours et les prochaines semaines, dans la mesure où nous atteignons progressivement la saturation des services de réanimation, aussi bien de Marseille que de l'ensemble des Bouches-du-Rhône et aussi même de la région PACA, vous le savez bien. Vous avez prononcé le mot saturation, c'est le mot qu'on craignait tellement en mars. Professeur Pittet disait, attention, ce n'est pas tout à fait la situation de mars, sans doute, mais là, quand même, à l'échelon d'une très grande région, on en est là. Est-ce qu'on en est déjà au point de devoir réorganiser des services comme c'était le cas en mars ? Oui, c'est déjà fait, mais pas suivant les mêmes modalités, parce qu'au printemps, il y a eu le confinement et donc un arrêt de toutes les activités programmées, de chirurgie lourde, d'actes médicaux lourds. La traumatologie du fait de la diminution de la circulation automobile, eh bien, les accidents étaient moins nombreux et donc les besoins en lit de réanimation pour tout ce qui ne relevait pas de la maladie Covid avaient diminué de façon très importante, surtout dans notre région où on avait eu la chance, entre guillemets, de passer après l'Est et après aussi l'Italie,
Et donc, nous avions eu le temps d'un tout petit peu nous préparer et de nous réorganiser. Là, la situation est différente. L'activité non-Covid a été intense durant tout l'été, et notamment du fait des retards de prise en charge. Et donc, les capacités supplémentaires que l'on peut déployer sont actuellement minimes. Donc, on fait à moyen constant. Professeur, il faut saluer le travail extraordinaire que vous faites, parce que vraiment, il y a toute la chaîne, mais en réalité, c'est là, à la réanimation, que se joue le combat pour la vie. Vous qui voyez les patients arriver, et là, on est vraiment au stade décisif. Qu'est-ce qui vous frappe ces derniers jours, ces dernières heures? Qu'est-ce qui vous a frappé? Eh bien, la différence, on va dire, notable, c'est que, comme le disait Didier Pittet à l'instant, l'augmentation n'est pas aussi brutale que lors de la séance de printemps, mais si vous voulez, on a chaque jour un delta entre les entrées et les sorties qui est positif, avec beaucoup plus d'entrées que de sorties. Fort heureusement, nous avons, grâce à quelques progrès dans la prise en charge, en particulier avec l'utilisation précoce de la corticothérapie, un certain nombre de patients n'ont pas besoin d'être intubés et mis sous ventilateur et donc rester de façon prolongée en réanimation, ce qui a contribué sans doute à ce que nous puissions jusqu'à présent répondre aux besoins de la population. De la même façon, le nombre d'indications à venir en réanimation a vraisemblablement diminué. On n'a pas encore tout à fait les statistiques, mais c'est ce que laissait pressentir l'étude de recovery anglaise dont vous avez beaucoup parlé sur vos antennes. Professeur Papazian, merci beaucoup de ces nouvelles. À Marseille, si on se résume avec vous, Didier Pittet, on est quand même dans un moment de bascule. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans la rigueur, dans le changement de rigueur? Petite séquence pour un demi-sourire, c'est le ministre de l'Intérieur même qui se fait remettre à l'heure tout à l'heure en audition, en commission Covid au Sénat parce qu'il ne met pas bien le masque. Ça en dit beaucoup sur l'époque. Monsieur les rapporteurs, c'est évidemment respectueux du pouvoir parlementaire et évidemment réobéissant au pouvoir de votre commission d'enquête que je réponds. Pardon, monsieur le ministre, on a eu la rigueur de porter le masque en permanence. Y compris, d'accord. Merci. Conscient de votre pouvoir d'audition, que je me rends bien évidemment à votre audition. Voilà, le sourire de M. Darmanin un petit peu. Ça c'est 2020. Est-ce qu'on doit, dans nos contacts quotidiens, est-ce qu'on a franchi un tel seuil que quand quelqu'un s'approche trop de vous, quand au restaurant, il faut vraiment devenir même un peu désagréable, même un peu impoli, on en est là? Alors, je pense que ça, c'est une discipline de civisme qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, en Hollande, ils ne portent pratiquement pas les masques, mais aussitôt qu'ils s'approchent un petit peu trop près, chacun fait ce signe de respect là. Alors je crois que pour revenir à ce que disait, ce geste, c'est très chaleureux, il faut peut-être l'apprendre, mais il faut peut-être voilà. Si on revient sur ce qu'a dit Laurent Papazian, très important d'essayer de recadrer. Au printemps, lorsque vous aviez un malade qui était contaminé ou infecté, il était capable d'infecter 2 personnes en 3 jours. Aujourd'hui, ce même malade ou un autre est capable d'infecter 2 personnes en 15 jours. Donc, vous voyez, la dynamique n'est pas la même, mais elle est là, elle est clairement là. Puis, comme vous le savez, entre la contamination, l'infection et l'hospitalisation, il y a 10 jours. Entre la contamination et les soins intensifs, il y en a 15. Donc, on est dans cette dynamique. Donc, tout dernier mot, ça passionne vraiment les gens et le débat, cette fameuse quarantaine de 14 jours ou 10 jours ou 7 jours, débat sans fin, mais que dit la science au fond? Pas la convenance économique des entreprises autres. Scientifiquement, la vraie quarantaine logique, qu'est-ce que c'est? Le plus logique, c'est de se mettre le plus vite possible en quarantaine parce que ce sont les premiers jours, les 5 premiers jours qui sont les plus importants. En d'autres termes, même si on n'a pas le résultat du test, si on est symptomatique, on se met en quarantaine et on protège au fond les concitoyens. Professeur Pittet, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. L'histoire fait aussi l'actualité de cette journée de jeudi avec cette controverse autour de Verlaine et de Rimbaud. Faut-il les faire entrer au Panthéon? Grande controverse. Une tribune collective est même publiée dans Le Monde du jour. Des partisans de Rimbaud s'opposent. Ils s'adressent à Emmanuel Macron. Passion très française, Mathieu Deldic, bonsoir. Bonsoir Darius. Comment l'idée d'abord est-elle venue maintenant de faire cette panthéonisation? Alors, il y a une pétition qui a été lancée il y a quelques temps, qui a été signée par 9 anciens ministres de la Culture, voulant panthéoniser Verlaine et Rimbaud à la fois. Alors, ce sont 2 classiques depuis si longtemps. Pourquoi ces obstacles?
Alors, il y a plusieurs obstacles à cerner. Le premier, il vient en fait de la famille, notamment de la famille de Rimbaud, de son arrière-petite-fille, qui veut que son corps demeure à Charleville-Mézières, là d'où il vient, dans les Ardennes, et là où il est mort. Enfin, là où il est enterré. Alors, il y a un petit soupçon d'homophobie aussi, parce qu'elle dit à l'AFP, ce qui me dérange, c'est le mot homosexualité. Ouais. C'est-à-dire de faire entrer à la fois Verlaine et Rimbaud, qui ont eu une liaison, comme chacun sait, au Panthéon. Le second, c'est finalement l'esprit de ces deux grands poètes, parmi les plus grands du 19e siècle en France, leur esprit bohème notamment. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qu'ils en auraient pensé eux-mêmes? On a une idée? Alors là, il faut regarder du côté des écrits de Verlaine, qui, à propos de l'entrée au Panthéon de Victor Hugo, auquel il a assisté, en tout cas qu'il a vécu, il dit « Ils l'ont fourré dans cette cave où il n'y a pas de vin ». Donc vous voyez, tout ça est vraiment balayé et tourné à la dérision. En tout cas, passion tellement française. Hein. Qui est-ce qu'on met? Qui est-ce qu'on ne met pas au Panthéon? Ce lieu, pour chaque président, on se rappelle, François Mitterrand, 1981, la grande cérémonie, Simone Veil, panthéonisée par Emmanuel Macron. Et puis on peut aller au morceau de bravoure d'éloquence, la panthéonisation de Jean Moulin par Malraux. Malraux à la tribune, c'est évidemment un des discours les plus fameux, une des perles d'archives qu'on peut réécouter. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Voilà, ça c'est de l'éloquence. Le Panthéon, un mot là-dessus, on pourra le visiter ce week-end, Journée du patrimoine. Pendant les Journées du patrimoine, c'est vraiment le temple de la République, le Panthéon, là où il y avait des sacres, comme le sacre laïque, comme celui de Mitterrand, mais aussi toutes ces entrées, tous les grands hommes de la patrie. Donc on pourra le visiter évidemment ce week-end. Et chez vous, vous êtes directement concerné, vous êtes le conservateur de Chantilly, c'est un des plus importants châteaux de France, une image qui montre, franchement c'est pas mal d'être conservateur de Chantilly pour les balades dans le jardin. Ah oui, c'est pas mal quand même. Voilà, donc il y a pire comme maison. On a 40 km au nord de Paris, c'est tout près, c'est les plus beaux jardins à la française André Le Nôtre et une des plus belles collections en France. Et toutes les visites ouvertes, limitées par le Covid j'imagine, mais ouvertes un peu partout en France. Ouvertes un peu partout en France, il y a des annulations ici ou là, mais renseignez-vous notamment sur Internet. Mathieu Deldic, merci beaucoup. Merci. Et puis évidemment, on va parler de l'actualité des médias, la nouvelle du jour et le nom de notre consoeur qui succédera à Jean-Pierre Pernaut. Marie-Sophie Lacaro prend la succession du présentateur emblématique. Elle apporte toute son expérience de journaliste et de présentatrice. Elle est par ailleurs toulousaine, là où Jean-Pierre Pernaut était amiénois. La région restera évidemment un temps fort de ce 13h, un des journaux les plus regardés de toute l'Europe aujourd'hui. On va en parler dans quelques minutes avec Jean-Pierre Pernaut. 33 ans de souvenirs personnels, souvenirs historiques. C'est l'entretien que nous avons enregistré ce matin. À tout de suite. Jean-Pierre Pernaut, merci de nous accueillir chez vous. Dans le studio du journal de 13h, qui est celui du 20h aussi, juste à côté. Évidemment, j'ai fait quelques mètres depuis le studio de LCI. Ouais. Ah, c'est votre maison, faites-nous la visite un peu. Alors, il y a les villages, évidemment, partout. C'est un immense studio avec des caméras mobiles, avec évidemment, dans le décor du 13h, une reconstitution de la France qu'on aime, de la France des régions, de la France des villages, des vignobles, des champs de blé, des églises. Voilà, il y a un petit peu tout ça dans ce Il y a le clocher, hein, comme dans l'affiche de Mitterrand en 81. Ah oui, il y a le clocher. Oui, elle ressemble. Oui, l'affiche de Mitterrand. Il y a quelque chose, hein. C'est la France tranquille. Elle n'est pas si tranquille que ça, mais on la suit de près. Mais la France tranquille, c'est vous, non? Elle n'est pas si tranquille que ça, non, parce qu'on la suit, on la regarde, on regarde ses préoccupations. Grâce à tous nos correspondants, on en reparlera, mais c'est cette France-là à laquelle on s'adresse d'abord. On parlera de ça, on parlera aussi de votre intuition des grands événements internationaux, de votre regard sur l'actualité d'aujourd'hui, passé 33 ans de souvenirs. Quelques mots encore sur quand je disais chez vous,
Là, il y a un petit chiffon. J'ai fait tomber un peu de gel hydroalcoolique. Vous avez tout de Il y a suite un petit nettoyé. chiffon, de temps en temps, je peux faire le c'est ménage. très ordré. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ici, j'ai mon verre d'eau, voilà. Donc, et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de table. Enfin, il n'y a pas de table, il y a une petite... truc ça ressemble un peu à un bistrot, quoi. Ouais. On est là, on parle, on raconte une histoire. Il n'y a pas de table entre le présentateur et la caméra aux 13h. Ça compte beaucoup. À 20h, à côté, je ne sais pas si on peut le montrer, il y a une table, cette table institutionnelle. Quand on fait des émissions spéciales sur des grands événements, même à 13h, on utilise cette table. Mais sinon, c'est un dialogue entre un présentateur et des gens qui le regardent. Ça en dit énormément de vous. Pas solennel, naturel, direct. Et puis, il y a un détail dans ce studio, peut-être le plus intéressant, c'est celui que vous n'utilisez pas, c'est le prompteur. Il est là. Ah ouais, le prompteur, il est là, bien évidemment, mais il n'est pas allumé à 13h. Ouais. Je n'ai jamais utilisé le téléprompteur depuis 33 ans, un tiers de siècle. Ça existait déjà depuis 50 ans, cet engin-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on lit un texte sur l'écran, et j'ai préféré... Bourgouzine n'utilisait pas non plus le prompteur, parce que lui, il improvisait avec ses invités, etc. Et moi, j'ai choisi de ne pas garder le prompteur un jour de 13h, comme ça reste souple. Les sujets sont souvent préparés au dernier moment. L'ordre dans lequel il est diffusé s'improvise avec le rédacteur en chef en régie. On improvise, on avance, on recule, on construit le journal en direct pendant le journal, on le vit. Il faut que ça raconte une histoire, un journal. Donc j'arrive comme ça à improviser un peu à partir de textes qui sont préparés. Mais j'improvise, je rajoute, je commande, C'est de l'artisanat. Vous qui avez tellement parlé des artisans, c'est de l'artisanat. Complètement, c'est de l'artisanat avec des moyens qui sont importants. Le 13h vit sur les régions, mais il fallait qu'on mette en place un système pour les connaître, ces régions, leur parler tous les jours. Et on a inventé, en 1988, le métier de correspondant régional d'une chaîne nationale. Ça n'existait pas. Le prompteur, je m'arrête un instant là-dessus parce que ça a l'air de rien, c'est énorme. Parce qu'en réalité, presque tous les présentateurs, présentatrices dans le monde ont le prompteur. Ouais. Et souvent, c'est un peu artificiel. Alors, certains y arrivent, PPDA, il susurrait un petit peu comme ça. Il y en a qui arrivent très bien. Chazal, elle faisait semblant un peu des hésitations, les fausses hésitations. Mais malgré tout, il y a un filtre. Vous étiez sans ça change énormément. Oui, ça change dans la manière de parler. On ne lit pas un texte, on parle, on s'adresse vraiment à des gens. On essaie de parler, parce que j'ai quand même mon texte écrit, mais ça modifie un peu les choses, ça rend les choses plus naturelles peut-être, avec mes bafouillages, de temps en temps il y en a un, mais ça c'est moi. Je dis c'était, non c'est pas fini. Pivot disait ça, voilà, ces bafouillages, ça faisait partie de lui. Il y a des points communs entre vous et Pivot, on en parlera tout à l'heure, qui me frappent beaucoup. Moi, cette façon d'être soi. Mais il faut être soi-même. Je pense que pour durer dans ce métier, on doit être soi-même. Quelqu'un qui joue un jeu ne peut pas jouer le jeu bien longtemps. J'adore les comédiens, je suis marié à une comédienne, je la regarde sur scène, j'admire leur travail, mais les comédiens vont faire une pièce avec un rôle pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être, mais après on ne peut pas garder un rôle d'un personnage qui n'est pas le sien. On ne peut pas jouer un rôle à la télé, on ne peut être que soi-même, je crois, pour durer longtemps. Vous avez dit le mot, durer, grande affaire, 33 ans, ça paraît... Ouais. Comment c'est passé pour vous, 33 ans? Oh, c'est passé vite, mais cela dit, il y a des moments où je me dis quand même... avant les 33 du 13h, je suis arrivé à TF1 le jour de la création de la chaîne en 75. Et tant que je fais le calcul, je dis, attends, zut, ça fait 46 ans, presque un demi-siècle. La télé était en noir et blanc, on tournait en film, on coupait les films en salle de montage, avec de la colle, etc. Donc c'était la télé de Léon Zitrone, la télé de grands professionnels avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et je suis le dernier à avoir eu la chance de travailler avec ces mecs-là, avec les Zitrone, les De la Taille, Chevalet, bon, c'était plus jeune, Chevalet. Voilà, plein de gens de cette époque-là qui m'ont appris énormément de choses. Premier journal, 1988, on essaie de se remémorer Mitterrand président. Oui. L'Union soviétique existe encore. Oui. Le mur, évidemment. On est à quelques mois de la deuxième élection de Mitterrand, on est en février 88, et la direction de TF1, privatisée quelques mois plus tôt, en 87, se dit que il faut remonter les audiences. L'audience du 13h ne marchait pas. Mourouzi et Marie-Laure étaient passés en dessous de l'audience de Lémergie et Charnelet qui présentaient sur la 2. Il y avait un duo aussi. Donc voilà, l'objectif, c'était de transformer le 13h. Et ils ont dit, bien, qui dans la maison a-t-on pour le transformer? Et il y avait un mec, un jeune gars qui présentait le 23h, qui avait déjà fait un peu de travail avec Mourouzi, qui connaissait le 13h. Et qui avait un très joli parcours déjà. On va commencer par le rappeler. Déjà, Pernod, Percé, sous Jean-Pierre, vous nous direz quelle année c'est exactement, un de vos premiers reportages. Premier reportage. Dimanche en fin d'après-midi, Sylvain, 11 ans, un petit garçon de Bohain, près de Saint-Quentin, dans l'Aisne, disparaît sans laisser de traces. C'est l'alerte générale dans la petite ville. On ne retrouvera l'enfant que 16 heures plus tard, indemne, au fond d'un puits de 15 mètres. Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a 3 jours.
Et à côté de moi, monsieur, c'est vous qui avez trouvé Sylvain. Oui, comment avez-vous vu qu'il était là? Quand j'arrivais à quelques mètres d'ici, j'ai vu le tuyau de remontée d'eau qui bougeait, quoi. Alors, je suis avancé, j'ai vu qu'il manquait une plaque, je me suis dit, il est dedans. Et il était dans le fond, oui. Il était dans le fond, oui. Alors, après, j'ai passé au-dessus des plaques, là, des tôles. Alors, j'ai regardé dans le fond, je l'ai vu qui se levait du fond du puits, quoi. Comment vous le trouvez? C'est la première fois, j'ai pas changé, c'est la première fois qu'on voyait Pernod à la télé, ce qu'on appelle les plateaux en situation où les journalistes qu'on voyait à l'époque en région, on ne les montrait pas, sauf le présentateur du journal, et le caméraman avait simplement élargi le plan, on me voyait un petit peu. C'était en 72, j'étais arrivé quelques mois plus tôt à l'ORTF à Amiens, et voilà. Et est-ce qu'à cette époque, vous vous dites, à nous deux, Paris, carrière, non. pas du tout, hein? Non, j'ai jamais eu de plan de carrière. Ouais. Moi, quand j'ai fait l'école de journalisme, je suis originaire d'un petit village près d'Amiens. Ma maman était pharmacien, mon père ingénieur, mon frère aîné médecin. Journalisme, pas de journaliste à l'horizon, mais je rêvais de devenir journaliste. Et pour moi, mon objectif, le seul journal que je connaissais, avec Paris Match, auquel on était abonné à l'époque, dans les années 50-60, le seul journal que je connaissais, c'est le Courrier Picard. Donc, école de journalisme, stage au Courrier Picard. Et puis, un rédacteur en chef de l'ORTF régional, à qui il manque un stagiaire pour présenter la radio le matin. Tu fais quoi, toi? Je suis au Courrier Picard. Non, t'es chez moi. Et puis voilà, j'ai commencé à la radio, et après, il m'a vite fait passer à la télé. Ça a été votre force provinciale, mais assumée. Vous allez prendre Paris quand même, mais vous allez le prendre à votre façon. Premier JT, alors vous succédez à Mourouzi, qui lui est parisien complet. Ouais. Hein, les nuits, le côté tellement à la mode, ça, vous allez être tout différent. Votre premier JT en 88, petit extrait. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage par un groupe de Mélanésiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa. Jean-Pierre Pernaut, c'est premier JT, il faut expliquer. À ce moment-là, vous êtes le remplaçant, rien n'est sûr. Hein. Ah si, ça c'était sûr. Oui. Ah si, c'était sûr. Mais ça pouvait durer quelques jours, quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire que Patrick Lelay et Étienne Moujotte, qui dirigeaient TF1, m'avaient dit, voilà, on a besoin de toi pour remplacer Mourouzi, pour combien de temps? Et là, la réponse du patron était naturelle. Pour 8 jours, et Moujotte avait enchaîné, peut-être pour 25 ans, si tu déconnes pas. Donc, c'était, voilà, je remplaçais Yves Mourouzi, et le Figaro avait titré « Jean-Pierre qui ?» Parce qu'il était irremplaçable, Mourouzi. Ouais. Et ça nous prouve aujourd'hui que personne n'est irremplaçable. Jean-Pierre qui? Et maintenant, on a titré Jean-Pierre simplement. Il n'y a plus qu'à dire le prénom sacré Jean-Pierre. Ah, c'est une revanche, franchement. Non, je n'ai pas de revanche à prendre. C'est un bonheur. J'ai fait mon travail avec passion, pas tout seul, avec des équipes absolument extraordinaires. L'un de ceux qui a été le premier avec moi, qui était dans l'équipe Mourouzi, qui est resté pendant 30 ans, a pris sa retraite il y a 2 ans, il s'appelait Fabrice Decas, c'est lui qui était à l'origine des magazines du 13h, qui sont si beaux à la fin du journal, et on continue et on va continuer l'année prochaine. Donc tout ça, l'ADN du 13h demeure et va demeurer avec des gens qui ont créé ça par amour des régions, par passion pour leur métier, avec des caméramans extraordinaires qui nous ramènent des images, qui donnent des frissons. Et tous les jours, j'ai pris un pied extraordinaire à présenter ce journal. C'est un journal dont je suis responsable, c'était l'originalité de TF1, c'est que les présentateurs à TF1 sont les patrons de leurs éditions. PPDA, Chazal, moi, Gilles, aujourd'hui, Anne-Claire. Donc on est responsable de ces éditions. Donc on met notre personnalité dans les éditions. On n'est pas noyé dans une rédaction. On travaille avec la rédaction qui a un soutien extraordinaire. On a des correspondants en région, ce réseau que j'ai créé qui est magique. Et tout ça, c'est une équipe. Et on parle avec eux, on s'aide. Nous, on parle avec des idées de journalistes à Paris. Mais le journaliste de Lille qui me dit non, ici, on n'y pense pas du tout. Paf, je change d'idée. Je suis ce qu'ils me disent. On n'est pas enfermé dans une bulle. C'est ça qui est génial. On se rappelle Mourouzi. Ouais. Personnage extraordinaire, un culot fantastique. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Tout. Enfin, pas tout, mais tout le monde met une part à l'édifice. Il m'a appris le sens du naturel et de l'improvisation dans un journal télévisé. Il m'a appris le sens de l'équipe. C'était quelqu'un d'extraordinaire, Yves. Parce qu'il avait son équipe. Un petit peu ce que j'ai gardé par la suite. Il y avait l'équipe 13h, une sorte de village de Gaulois dans la rédaction que tous mes patrons ont respecté au fil des années. Et ça a été magnifique, la confiance qu'ils m'ont apportée avec les gens avec qui je travaillais. Mourouzi m'a appris ce sens de l'équipe. Et puis, le mec, le sens je sais pas, le mec gonflé, qui un jour arrive, avec sa petite équipe, à 3, il décide de faire un journal en direct à Pékin. C'était impensable. Est-ce que c'est vrai qu'il arrivait le matin en disant qu'est-ce qui est impossible? On va essayer de tenter l'impossible. Non, il ne disait pas ça, mais il le tentait. C'est-à-dire quand il arrive en disant à son rédacteur en chef, Claude Lagaillarde, au début, Claude,
je veux faire un direct sur la place Tiananmen. Waouh! On appelle le responsable technique, monte-nous un direct sur la place Tiananmen. C'était insensé. J'ai vécu ça. Et puis après, des grands directs dans le monde entier. Il a inventé le journal qui bouge, le présentateur qui va représenter les Français auprès de tous les grands de ce monde. Mais chez eux et en direct, c'était magique à l'époque. Puis après, c'est devenu moins magique, parce que c'est devenu plus habituel, tout le monde le faisait. Donc il a un petit peu arrêté, s'est recentré sur Paris. Et là, c'est là que l'audience a commencé à baisser. Son visage, qui était tellement familier, petit rappel. Tout de suite, regardons les autres titres de l'actualité avec Jean-Pierre Pernaut. Verglas et neige cette nuit sur une grande partie de la France. Le redout n'a pas duré bien longtemps et la circulation a de nouveau été considérablement perturbée. Voilà, Mourouzi et la météo. Alors ça, ce sera une marque de fabrique, évidemment, Jean-Pierre Pernaut. C'est important, non. la météo. La météo, on démarrait avec quand c'était important ou pas. Non, Mourouzi, c'est vraiment un formidable type qui a appris, qui a fait avancer l'audiovisuel, qui a révolutionné l'audiovisuel entre 75 et 80. Et puis, il est resté 13 ans. Et à un moment, ça avait changé. Ce qu'il avait inventé n'était plus vraiment à la mode. Ce qui est resté, et ça a été une de vos forces, il faut le rappeler, oui, les régions, les villages, etc., énorme importance. Mais l'intuition des grands événements internationaux, le mot historique, vous en méfiez. Hein. Souvent, quand on disait la petite avancée israélo-palestinienne, c'est historique. Non. Attention. En revanche, les vrais événements historiques, là, vous vous êtes jeté. Je pense qu'on n'en a jamais raté dans l'histoire du 13h. J'ai revendiqué l'image d'un présentateur attaché aux régions, attaché aux gens, aux vrais gens, je disais, je continue à le dire. On s'adresse aux gens, C'est pour ça que on en parlera peut-être sur les marchés assez souvent, parce que les politiques n'y vont que pendant les campagnes électorales. Ils devraient y aller un peu plus souvent pour sentir les gens et la France. Ils n'y vont pas assez souvent. Nous, on y va tous les jours. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. L'international, vous avez fait mieux que ça. Souvent, il y a quelques souvenirs à TF1 où TF1 n'a pas été si bon. Chute du mur de Berlin, il y a eu quelques ratages. C'était ma première grande spéciale. Vous avez été très bon. Vous avez tout de suite flairé le grand événement historique. On va voir les images de cette spéciale. C'était génial, ça. Image extraordinaire, vous venez de la voir, de cet homme debout sur le mur de Berlin. Tchernobyl, la plus grave catastrophe écologique qu'ait connue la planète. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour marquer ce 4e anniversaire, nous allons vous présenter un journal de 13 heures tout à fait exceptionnel. Voilà, le mur de Berlin et Tchernobyl, les directs. Les deux premiers grands directs. Ouais. Parce que le mur de Berlin, ça a été une spéciale extraordinaire le 9 novembre 1989. C'est le premier grand événement que je vivais, après la réélection de François Mitterrand, mais bon, quand même, Berlin, c'était extraordinaire. On a fait une édition spéciale d'une heure qu'on avait montée toute la nuit. Et bien évidemment, le 13h, c'est un journal qui est très souple. Tchernobyl, c'est une idée d'une journaliste de mon équipe. J'avais une équipe de reporters avec moi à l'époque, parce que la rédaction était organisée uniquement pour travailler pour le 20h. Donc j'avais mon équipe de reporters. Et Françoise-Marie Morel, qui est toujours à TF1 d'ailleurs, m'a dit, voilà, j'ai des contacts, je peux faire Tchernobyl, zone interdite, fermée depuis 4 ans, depuis la catastrophe. Et donc on a été faire ce journal là-bas qui était magique. La force, ça aura été, ça continue à être en tout cas quand même les régions. C'est là d'où vous veniez, vous le rappeliez, mère pharmacienne, le père qui était ingénieur. Ah, ce côté commerçant, entreprise, ça vous est resté? J'ai été élevé comme ça. Ouais. J'ai été élevé dans le respect des anciens. J'ai été élevé dans le respect du travail, dans le respect de mon instituteur à l'école. Je vous comparais à Pivot, lui dit ça, hein, enfant d'épicier, le côté politesse, sérieux, un sou est un sou, tout ça, ça reste même quand on présente un journal. Oui, parce qu'il faut rester soi-même. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas jouer un rôle. Donc on est soi-même. Moi, je suis moi-même. Je n'aurais pas été à l'aise si on m'avait demandé de faire un autre journal. Donc là, ils ont demandé à Pernaut de faire ce qui lui ressemblait. J'arrêtais pas dans les couloirs de TF1 de l'époque de râler en disant « mais arrêtez de parler de Paris ». Moi, j'habitais à Amiens à l'époque, j'étais sous 1 mètre de neige, personne n'en parlait. En revanche, il tombait 2 flocons de neige sur le pont de l'Alma. C'était l'ouverture du journal de Mourouzi. Ça m'énervait, mais alors bon. Comment ils sont les Picards? Moi, je connais peu de Picards. Je connais Emmanuel Macron, écrivain désérable. Brigitte Macron. Voilà, Brigitte Macron, la chocolaterie de la famille. Trogneux, oui. Voilà, ils sont bons les chocolats. Les chocolats sont très bons, les tuiles et les macarons sont absolument délicieux. Ouais. Comment ils sont les Picards? Les Picards, je ne sais pas comment les définir. Je ne sais pas s'ils sont froids, chaleureux. Ils ne doivent pas être très chaleureux. Il faut mettre du temps à les apprivoiser. Oui, ils sont un petit peu individualistes, je pense. Ils ne sont pas méchants. Ils ont vécu, comme beaucoup, tellement de difficultés dans l'histoire de leur région que la région a eu du mal à s'affirmer. Je crois que le Picard, il est un peu trop modeste. Il a eu tendance pendant des années à dire « Oh, on est en Picardie, on ne va pas faire ça ». Il a fallu un temps fou pour que la ville d'Amiens se développe enfin. Bon, et quand il se développe, maintenant ça marche. Et ils avaient un club en Ligue 1. Malheureusement, le confinement les a fait descendre en Ligue 2 et c'est dommage. Il a fallu affronter la condescendance parfois des Parisiens. Vous savez très bien ce que vous avez traîné. Plouc,
beauf, provincial, etc. Ouais. Ça, c'était au début, avant les audiences. Les audiences, ça a été votre force. Mais comment vous l'avez vécu, ça? Je l'ai vécu en m'en moquant un petit peu. Ouais. J'ai toujours pensé que le seul soutien que je devais avoir, il y en a deux. C'est celui de mes patrons et le public. celui des téléspectateurs. Les autres médias, je m'en suis toujours moqué éperdument. C'est pas pour que je travaille. Je sais qu'il y a des médias qui n'aiment pas qu'on s'adresse directement aux gens, qui veulent qu'on passe par des intermédiaires. C'est leur choix, c'est leur liberté. Moi, ma liberté, que me donnaient les patrons de TF1, c'était de m'adresser directement aux gens, de faire de moins en moins, le moins possible d'institutionnel, et de ramener à chaque fois à la vie des gens. J'ai rencontré plusieurs présidents de la République. Avec Nicolas Sarkozy, on a fait une émission qui s'appelait Parole de Français. Nicolas Sarkozy face à des Français. L'émission que j'ai faite avec Emmanuel Macron dans la petite école de Berduy, où j'avais eu l'idée de l'emmener. Il souhaitait faire un journal de 13 heures avec moi, peut-être pour s'adresser à ce public particulier des régions. École de Berduy, et face à lui, des reportages avec des gens qui l'interpellaient sur la réforme des retraites, sur des cheminots, la CSG, les 80 km/h, etc. Donc des réponses directes à des questions directes de Français. Est-ce que ça a pu faire mal quand même, le regard des marquis, quoi, des petits marquis qui disaient ça, c'est Ligue B, c'est moins bien? Non, vous en fichiez? Mais je m'en moquais éperdument. Je vous ai dit, je m'intéressais à la confiance de mes patrons et aux téléspectateurs. Le public parisien, enfin pas le public parisien, les médias entre eux, les critiques ne m'ont jamais intéressé. Je les respecte parfaitement. Eux ne m'ont pas toujours respecté, mais je m'en moque complètement. Moi, je suis encore là, souvent pas eux. Et ça a marché à un point inouï. Ça a été un succès d'audience. Ça continue quand on parle de 6 millions, 7 millions de téléspectateurs, 5 millions. Aujourd'hui. 50% de part de marché pendant des années. Ouais. Ça vous donne... Il y a une force magique, là. Mais ça donne une force. Ça permet au patron de dire on s'est peut-être pas trompé et on va le laisser un petit peu. Bon, ils m'ont laissé un petit peu, c'est gentil. Et donc, c'est de se dire voilà, on s'intéresse à un public, le public est là, on s'adresse à lui, à ses préoccupations. On ne s'adresse pas aux députés, on ne s'adresse pas aux ministres. Mais j'ai toujours dit, si les politiques regardaient le 13 heures plus souvent, peut-être qu'ils connaîtraient un peu mieux l'état de l'opinion et ils auraient moins de surprises. Par exemple, les Gilets jaunes, depuis 2 ans, on les sentait venir. Ça, vous les avez sentis venir, par exemple. Oui, donc, grâce à nos correspondants. La question de la voiture, des 80 km/h. Mais oui, ça excédait les gens, la CSG, les personnes âgées sur les retraites. On sentait qu'il y avait cette fracture territoriale que l'on connaît par cœur maintenant depuis quelques années, tout le monde en parle. À l'époque, nous, on le sentait au 13 heures. On sentait ce malaise dans les régions, qui se sentaient isolés. Et nos correspondants, on montre des belles choses sur les régions, mais on montre aussi le malaise qui existe. Et Dominique Lagroux-Sampère, qui travaille avec moi, avait fait des séries de reportages sur ce qu'on appelle cette diagonale du vide, de gens qui se sentent, c'est Le Monde, je crois, qui avait, ou des sociologues qui avaient appelé ça la diagonale du vide, des gens qui se sentent totalement isolés. On est avec eux, on leur a montré, on essayait de comprendre pourquoi, on diffusait ce type de reportage. Et puis après, il y a eu les ronds-points. Et là, les ronds-points, les Parisiens se sont dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens en dehors du périphérique? Ben oui, il y avait des gens en dehors du périphérique. Ils avaient pris 20 ans de retard. Et curieusement, les critiques contre moi se sont un peu arrêtées à ce moment-là. Pernod et les, entre guillemets, vrais gens, il y a des légendes qui courent même. Pernod qui va au Club Med l'été parce que c'est la vraie... C'est pas le 5 étoiles dans le Luberon, hein, ou encore... C'est vrai, ça? Oui, non, mais je vais au Club Med depuis... Je retourne depuis quelques années, surtout pour les enfants. Je suis pas allé pendant longtemps. Non, j'ai une vie normale, moi. Bon, la quincaillerie, le supermarché. Oui, et je gagne pas mal d'argent. Pour aller au Club Med, il faut gagner pas mal d'argent. Oui, bien sûr, c'est déjà des vacances chères. Je fais partie des privilégiés pour ça. Mais c'est pas l'isola, voilà, c'est pas des endroits fermés, non, jamais. Ça. Jamais. Non, je vis normalement. J'ai toujours vécu normalement. Ma femme m'aide à être le plus normal possible. Les enfants aussi, ils ont été élevés dans le respect de ça. Il y a une génération Pernod. Moi, j'en suis. On était collégiens, jeunes étudiants, etc. On rentrait pour déjeuner. Pernod. Houellebecq a écrit là-dessus, vous êtes entré dans la littérature classique, hein. Il a parlé de votre tâche messianique consistant à guider le téléspectateur terrorisé et stressé vers les régions idylliques d'une campagne préservée. Je crois que quand il a écrit ça, il vivait en Irlande. Je crois, hein. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, même après ça. Il faut qu'il vienne à votre 13 heures, avant Noël. Franchement, le choc Houellebecq, Pernod. Je pense qu'il était en Irlande et qu'en Irlande, quelque part, il devait regarder un peu le 13 heures, à un moment où c'est pas à la même... Ce genre d'écrivain n'aime pas trop généralement cette vraie vie, je ne sais pas, mais j'ai découvert ça parce que d'Irlande, en regardant la télé de là-bas, il devait peut-être se dire que les vignobles en France, c'était l'une de nos richesses, qu'on avait plein de richesses patrimoniales en France qu'on montre dans le 13 heures, et ça, c'est formidable ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'il y a une nostalgie d'une France d'avant? Peut-être. Il y a peut-être un peu de nostalgie, on me le reproche aussi, mais est-ce que c'est de la nostalgie de montrer... Je ne sais pas, par exemple, j'ai été le premier à faire des reportages sur la braderie de Lille.
Depuis toujours, la braderie de Lille, qui n'a pas eu lieu cette année, la braderie de Lille attire 2-3 millions de personnes. Aucun média national n'en parlait jamais, c'était vulgaire. C'est plus vulgaire. Personne n'allait à la Feria de Nîmes, 3 millions de spectateurs. Non, les médias nationaux n'allaient en région que quand les Parisiens bougeaient. Quand les Parisiens allaient à Cannes, Festival de Cannes, paf, tout le monde en parlait. Festival du film fantastique à Avoriaz, tous les Parisiens étaient là-bas, paf, tout le monde en parlait. Mais les événements vrais des régions, les férias, les braderies, les grands événements dans les régions, ils n'y allaient pas. Nous, on y a été. La France populaire, certains ont dit la France populiste. Alors ça, c'est vos fameux retours de sujet, où de temps en temps, pas si souvent en réalité, mais de temps en temps, vous lâchez un commentaire qui est vous aussi un peu plus politisé, quoi. Non, pas politisé, c'est des remarques de bon sens. Il n'y a jamais de politisation dans mes commentaires. Je respecte trop les hommes et les femmes politiques que j'admire pour le boulot qu'ils fournissent, quelles que soient leurs idées, je les admire énormément. Donc ce ne sont pas des commentaires politiques, ce sont des réflexions de bon sens que tout le monde se pose en regardant un sujet. Et le présentateur derrière, moi je raconte une histoire, le journal c'est une histoire que je raconte, donc je vis les reportages comme les gens chez eux. Je ne peux pas faire semblant de passer d'un sujet à un autre. C'est ma force aussi, c'est que je vis le journal. Donc je suis un peu comme les gens, donc ils aiment bien aussi quand ils ont envie de dire mais c'est pas possible ce truc, le présentateur il revient en disant mais c'est pas possible ce truc. On est en adéquation, quoi. C'est pas de la politique ça. C'est pas politique, mais on sent quand même une couleur. Tout le monde est bien conscient que Jean-Pierre Pernaut a sûrement pas voté tellement à l'extrême gauche, disons. Là, comment vous avez réussi? Je pense que dans l'esprit des gens, c'est présent. Comment? Je n'ai jamais parlé de politique, moi. Comment est-ce que vous avez réussi ça? Parce qu'il y a souvent eu des présentateurs. Il y avait Anne Sinclair, on savait qu'elle était plutôt de gauche. Un PPDA, on savait vaguement qu'il avait été jeune giscardien. Mais souvent, présentateur généraliste, il est complètement... On sent chez vous une patte un peu conservateur. Ça vous va, ça? Oui, non, pas conservateur, je ne sais pas. Je suis un homme de terroir. Je suis un homme du terroir. Moi, je m'intéresse à... Il paraît, par exemple, que c'est pas bien de parler de la chasse en ce moment. Bon, il y a quelques Parisiens qui n'ont jamais vu la campagne qui disent ça, mais la chasse, la campagne, elle en vit. Et s'il y a des animaux à la campagne, c'est parce qu'il y a des chasseurs. Sinon, il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus. Donc les écolos, les faux écolos qui parlent de « oh, la chasse », c'est pas de la politique, ça. C'est du bon sens, c'est du terroir, c'est de la vie. J'entends des trucs totalement insensés, parfois, dans les politiques. Bon, c'est pas de la politique que de dire c'est pas forcément la vraie vie comme ça. Certains vous ont vu comme ça. Il y avait la période Guignol, où ils vous présentaient vraiment comme le facho. Complètement. Ça vous a blessé? Oui, ça m'a blessé. Pourquoi? Parce qu'en me présentant comme facho, il y a des séquences des Guignols qui m'ont blessé. Ils m'ont blessé parce que mes enfants en ont subi les conséquences. Mes enfants qui étaient au lycée à l'époque, mes grands-enfants, ont subi les conséquences. Ah, ton père, c'est un facho, salaud, machin. Donc là, parce que ça touchait mes enfants. Moi, personnellement, je sais que c'est pas vrai. Et ce sont des gens qui étaient malsains, en fait. C'était un humour malsain de faire croire que l'intérêt pour les régions, c'était du fascisme. C'est l'inverse. Ils devraient donc regarder leur bouquin d'histoire. Enfin, ils sont nuls. Oui, l'histoire. Est-ce qu'il y a vieille histoire, les Girondins contre les Jacobins, ce côté... Une autre France où on s'intéresse vraiment à la décentralisation, là vous vous sentez l'héritier de quelque chose? Ah oui, complètement, mais ne sont pas l'héritier, je m'intéresse plus près de ça sans aller... Vous souvenez-vous de Pierre Bonte à la radio? Bien sûr. Quand Pierre Bonte a révolutionné la radio en disant « Bonjour monsieur le maire » matin sur Europe 1. Village. S'intéresser à monsieur le maire, rendez-vous compte? Bon, moi je suis un héritier de Pierre Bonte, c'est lui qui m'a dit « mais écoute monsieur le maire ». Donc c'est un peu ça. Là, il y a quelque chose. Moi, venant un peu de l'extérieur, c'est vrai que cette obsession française, le président, le préfet, là, c'était autre chose. C'est la France verticale, horizontale. Ça ressemble aussi aux opérations qu'on a lancées dans le Trésor et auxquelles je suis très attaché. On a voulu aussi rendre service aux gens. On a créé des opérations qui s'appellent SOS Village. Une opération où on dit aux gens, on va mettre notre site internet et l'antenne du journal de Trésor au service des commerçants et artisans qui n'arrivent pas à trouver de successeurs dans leur activité dans le monde rural ou dans les petites villes. Ça a eu un succès considérable. J'ai eu cette idée il y a 15 ans, avant 20 ans même. Avant Internet, on l'avait lancé, on a été submergé de courriers. Après, on a attendu qu'Internet arrive. On a créé un site où on met des annonces. On est au service des gens. On est au service des gens aussi quand on montre à quel point les marchés sont importants. Les hommes politiques, ils y vont toujours en campagne électorale. Et après, le lendemain de l'élection, ils n'y vont plus. C'est là qu'on sent une région, c'est là qu'on sent les gens. S'ils vont bien, s'ils vont pas bien. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Quel est leur accent? Quels sont les parfums? Qu'est-ce qu'on mange? C'est génial à marcher. Sensuel, Vous avez toujours fait un journal sensuel. Couleur, ça sent, on mange. C'est très important pour vous. Ah oui, non, c'est important. Mais je suis attaché à ça parce que c'est la vie des gens. C'est la vie des gens qui ne passent pas par les institutions, forcément. Jean-Pierre Pernaut, les succès, Génération Pernaut, les épreuves aussi, beaucoup de gens les ont vécues avec vous. Dernière en date, le Covid.
vous êtes parmi ceux que ça a le plus marqué. Vous avez eu vraiment peur du Covid? Ah oui, j'ai eu peur, comme tous les gens de 69 ans à l'époque. J'en ai 70 maintenant. S'en est passé des choses pendant le Covid, pendant le confinement. Donc j'ai eu peur, bien évidemment, de la maladie. Et avec Thierry Tuillier, Thierry m'a dit, allez, on va te mettre à l'abri chez toi, on va te mettre un petit studio. Il a eu cette idée super. Il m'a permis de rester à l'antenne avec Jacques Legros qui était ici. Donc oui, j'ai eu peur du Covid. Et le confinement, ça a été une période de 3 mois très long chez moi, où avec ma femme, on a beaucoup discuté de la suite, quoi. Tous ceux qui vous connaissent disent, il avait vraiment la peur, plus que beaucoup d'autres. Vous disiez, si je l'attrape, je crève. Ah oui. Ouais. Oui, bon, la vraie peur de la mort, là. Il se trouve que je suis fumeur, il se trouve que... On n'a pas peur de la mort, on va tous mourir. Donc ça, on ne sait pas comment, ni quand, le seul truc qu'on ne sache pas, c'est la date. C'est pour ça que j'ai jamais eu de plan de carrière. Moi, j'ai jamais fixé de date, on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, on suit, on essaie de bien vivre. Le Covid, j'ai fait attention, on s'est enfermé complètement. Et avec ce contact quotidien avec les téléspectateurs. Donc j'étais le journaliste encore plus proche des gens que d'habitude, puisque je vivais la même chose qu'eux, certes avec un jardin, j'avais une chance inouïe d'avoir un jardin, mais j'ai vécu ce confinement de l'intérieur, et je le racontais un petit peu tous les jours, et je comprenais les gens qui en avaient ras-le-bol de tourner en rond chez eux, quoi. Fragilité, fumeur, grand fumeur, hein, et puis le cancer, vous en avez parlé très ouvertement à titre de prévention, vous êtes un de ceux qui ont vraiment voulu en parler publiquement. Oui. Ça a été un câble dans votre vie, hein. Le cancer, ça a été, c'est compliqué, c'est une maladie dont j'avais peur de parler. Et quand j'ai rencontré ma femme, il y a presque 20 ans maintenant, elle m'a parlé du sien de cancer. Elle en était sortie, elle avait une leucémie foudroyante, elle était passée tout près de la mort aussi. Et elle en parlait, elle dit, il faut en parler, il faut faire de la prévention, il faut aider les gens qui ont le cancer. Oui, c'est une maladie, c'est pas une maladie honteuse, on se soigne et on s'en sort, elle s'en est sortie. Et puis, bon, donc quand j'ai eu le cancer... Quand on m'a annoncé un cancer de la prostate, Nathalie m'avait tellement dit, le cancer, il faut arrêter de parler d'une longue maladie. Elle ne supporte pas qu'on parle de longue maladie. Pourquoi? C'est pas une maladie honteuse. Quand on a la grippe, on a la grippe. On a le coronavirus, on a le coronavirus. Le mot cancer, même le prononcer, souvent, c'est « Ah, vous l'avez fait très vite ». Ça fait peur, oui. Ah, évidemment. J'ai pas un cancer de la gorge, j'ai pas de coronavirus. Ça, c'est la fumée seulement. C'est la clim dans le studio, mais bon, je suis habitué. Là, je recommande, il y a une émission extraordinaire où vous racontez le cancer, on ne peut même pas dire les mots ici, vous racontez la visite chez l'urologue. Staranu. Voilà. Staranu, belle émission. Il faut aller sur Internet la regarder parce que vous racontez tous les détails chez l'urologue. Ça, c'est du Pernod pur sucre. Vous dites les choses. Bah oui. J'ai toujours dit les choses. Ouais. On peut pas jouer. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas jouer un rôle dans ce métier. Puis il y a tellement de rumeurs qui nous coupent au devance, etc. J'ai lu des unes de journaux à scandale tous les 15 jours. Normalement, Nathalie, on a divorcé 15 fois. J'ai eu 18 cancers. Le seul vrai cancer que j'ai eu, il ne l'avait pas vu venir. Là, je m'en vais, personne ne l'avait vu venir. Je ne sais pas, j'aime bien les prendre de contre-pied. Est-ce que la maladie vous a changé? La maladie profondément... non, ce qui m'a changé, c'est ma rencontre avec ma femme qui m'a aidé à parler de la maladie. Ouais. Parce que c'est une maladie terrible. Ce sont des maladies terribles, il n'y a pas un cancer. Mais il faut en parler. Cette émission dont vous parliez, produite par Arthur et présentée par Alexandra Sublet, qui s'appelait Staranu, je crois qu'ils vont en refaire une cette année. C'est formidable pour les cancers masculins, les cancers féminins, il faut en parler. Les femmes ont un mal de chien, à améliorer la prévention du cancer du sein, parce qu'on n'en parlait pas avant. Et heureusement, il y a des assos, Octobre Rose et compagnie, qui ont lancé... Voilà, il faut en parler. Cancer de la prostate, oui, c'est la première cause de cancer en France. Un homme sur 4 en a un. Il ne se soigne pas. Allez, et il y a encore 7000 morts. Voilà, on va passer tous à la... Bon, la visite médicale n'est pas sympa. D'accord, il y a quelques endroits dont on n'aime pas parler. Mais il faut, parce que la plupart des gens sont paumés quand ils sont chez eux avec un cancer de la prostate. Ils se croient foutus. Ben non. On parlait du prompteur au début. J'aimerais repasser par là. L'annonce de votre départ, étonnamment, là, vous la faites au prompteur. Et là, je vous ai entendu, rien qu'à l'oreille, parce que j'étais en train de taper sur... Rien qu'à l'oreille, on entend dire ça. Tiens, c'est pas le Pernod d'habitude. Bravo. Parce que vous lisez le prompteur. Hein. Bravo. Pourquoi? Premier prompteur, parce que je voulais pas me tromper dans les mots. Ouais. Là, c'était important de dire aux gens, je vais arrêter, quoi. J'ai décidé d'arrêter. Ça a été dur, ça. Tout va bien, mais oui, c'est un peu dur. Non, ce qui va être dur, c'est le journal du 18 décembre. Celui-là, je l'appréhende. Vous ferez quoi, le soir du 18 décembre à... Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. On va faire dans le 13h, on va sans doute, mes copains, mon équipe va sans doute me faire des surprises quand on s'en va. C'est sûr qu'ils vont me faire des trucs. Mais ça va être compliqué de dire au revoir et pas à demain. Vous n'êtes pas l'homme des confidences, hein, mais là, les nuits, ça a été dur avant? Les quelques nuits non. Là, hein. Non, parce que c'est vraiment une décision qu'on a mûrement réfléchie, une discussion que j'ai depuis 5 ans. Hein. Depuis 65 ans, on commence à se dire, attends, on continue ou pas? Oui, on continue, mais il faudrait peut-être penser à un successeur. Mais non, va bosser, tu ne peux pas partir. Ouais. Et puis après, il y a eu le cancer. Puis, ah oui, peut-être que c'est vrai, on devrait penser peut-être à un successeur. Mais bon, on n'y croit pas trop.
Puis là, pendant le confinement, je me dis, attends, il peut y avoir un accident à cause du confinement. Bien évidemment, il faut penser à un successeur. Bien évidemment, il faut penser à la suite dans une chaîne comme la nôtre. Bien évidemment, il faut accompagner les téléspectateurs après. Il faut travailler à la suite de Pernod quand il ne sera plus là. Donc autant la préparer, plutôt qu'elle nous tombe dessus comme ça par hasard. Donc voilà, on le prépare. Moi, je préfère arrêter, faire d'autres choses sur LCI peut-être, des magazines sur TF1, peut-être de la radio, une plateforme digitale. On a plein de projets avec Thierry Tulier. Le temps qui vient, vous le voyez comment? Tout ce temps que vous aurez? Oh, j'aurais un petit peu plus de temps, mais là, le programme qu'on est en train de se faire, à mon avis, je vais avoir un peu de boulot. Je vais simplement me lever un peu plus tard le matin. Au tout début de l'histoire, je crois que vous dites c'est la mort de Jean 23, ça rajeunit personne. Hein. Premier événement, l'intérêt pour l'événement, quoi. L'intérêt pour l'événement, je me souviens, je raconte dans le livre que j'ai sorti il y a une quinzaine d'années pour mes 20 ans au journal, je raconte et je l'ai relu il y a quelques jours, parce que j'en prépare un autre pour les 33 ans, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Bon. Je me souviens avoir découpé des articles sur la mort de Jean 23. Pourquoi? Je ne sais pas, j'aimais son regard, j'aimais quelque chose chez lui. L'homme du Concile Vatican II, si je découpais, je me faisais des dossiers de presse. Et mes parents avaient la télé, l'une des premières télés du village à l'époque, quand John Kennedy a été tué. Et là aussi, dossier de presse, etc. J'avais envie de raconter les choses. Et puis j'ai animé un petit journal local avec les enfants du foyer rural. Et j'en étais rédacteur en chef, avec l'instituteur qui corrigeait les fautes d'orthographe. Et voilà, on racontait la vie du village. Je voulais raconter déjà la vie des villages à l'époque. La légende dit que vous vouliez devenir prêtre, mais c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est trop. Oui, non, mais vous étiez croyant à l'époque? Je le suis toujours, mais non, c'était dangereux. Le curé de mon village s'est cassé une jambe un jour et j'ai voulu changer de métier. Vous êtes toujours croyant? Oui. Ça compte dans la... Oui, ça compte, bien évidemment. Dans quelle mesure? Ça donne une Pas force? énormément, mais ça compte. Je sais que je suis croyant. Voilà, je crois à quelque chose au-dessus. Et voilà. C'est un point sensible. Hein. Moi, ça me frappe beaucoup. Les gens croient souvent que c'est le sexe, l'argent, etc. La religion, la foi, ou l'absence de foi, souvent, c'est presque la chose la plus intime. On avait François Molins, il y a quelques... dans le même entretien, tout à coup, il y avait, quand il parlait de sa foi, une espèce d'intensité. Non, alors moi, j'en ai pas trop, parce que ça me passe un petit peu au-dessus. Je suis catholique, pratiquant ou non, je ne sais pas. De temps en temps, je vais à la messe. Mais voilà, là aussi, ce sont des valeurs, peut-être, qu'on m'a inculquées. Mais ça ne me bouffe pas la vie. Je vis dans... La religion n'a aucune influence sur ma vie. Est-ce que vous avez été heureux, Jean-Pierre Pernaut? Ah oui, heureux et fier. Vous avez eu de la chance? J'ai eu une chance inouïe, quoi. Le petit mec de Quevauvillers qui... C'est comment, votre village? Quevauvillers. Quevauvillers. Je les salue, d'ailleurs, parce que... Comment on appelle les habitants de Quevauvillers? Quevauvillois. Quevauvillois. Salut aux Quevauvillois. Mais voilà, donc hier, il y a eu un reportage dans Le Parisien. Ils sont allés voir Il paraît qu'ils sont en larmes là-bas parce que le petit du pays, il arrête le 13h. Mais non, c'est pas grave, je retournerai vous voir. Mais c'est de la fierté, c'est d'avoir réussi quelque chose, d'avoir apporté des choses à l'audiovisuel, l'intérêt pour les régions, un réseau de correspondants que j'aime plus que tout. Et je sais que c'est réciproque. La question hyper banale, c'est toujours tellement difficile de répondre à ça. Le plus fort souvenir, s'il fallait... C'est toujours très difficile en réalité. Hein, mais allez, 33 ans, la plus forte émotion, c'était quoi? Professionnelle? Professionnel, c'est le 11 septembre à New York. 2 jours après les attentats, dans les rues de New York, à arpenter les rues poussiéreuses avec des petites bougies partout. Mais il y en a plein. Il y a aussi des reportages avec des paysans qui s'expriment d'une manière formidable. Des reportages d'un grand caméraman de TF1. C'est l'image dans le 13h. Les journalistes reporters d'images ont un rôle inouï. La télé, c'est l'image, et c'est ça qu'on a montré dans le 13h. L'un de ces reporters d'images, Alain Darchy, qui va filmer un vieux paysan auvergnat avec cette phrase « Tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu ». J'en ai encore des frissons quand je l'entends dire ça. C'est vrai que les racines, c'est important pour tout le monde. Donc les nôtres aussi. Les racines, tous les arbres qui sont là, les villages, la France d'avant. Ça se perd? Non, je pense pas. Je pense que ça s'oublie. Et je pense que la France d'avant, elle existe toujours. Pas la France d'avant, la France des traditions, elle est fière de ses cultures régionales, elle est fière de... Vous savez, dans le monde entier, les gens sont fiers de leur culture. Parfois, ils essaient de nous les apporter en France. C'est très bien. Nous aussi, on a les nôtres de culture, et c'est ça qu'on essaie de montrer. Et vous en dites, dans le 13h. Vous en dites beaucoup sur l'époque, Jean-Pierre Pernaut, parce qu'on dit mondialisation, etc. Et en même temps, être Damien,
de Paris, de Genève, etc., de chaque coin, oui. Ça compte peut-être encore plus qu'avant, d'une certaine façon. Ça compte toujours. Je pense que la mondialisation a permis aux gens de se recentrer sur les régions. Jamais les langues régionales n'ont eu autant de succès depuis qu'on a ouvert les frontières européennes. Pourquoi, j'en sais rien. Jamais on a eu autant de monnaie locale depuis qu'il y a l'euro. On n'en parle jamais non plus, mais il y en a plein. Jamais on a eu autant d'intérêt pour la gastronomie. Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 13h, on en parle beaucoup. Et on pourrait dire, c'est pour les vieux. Le journal se rajeunit énormément. Il y a plein de jeunes qui retrouvent dans le 13h ce qu'ils ont découvert avec leurs grands-parents, et ce qui existe toujours, leurs racines, et ils les retrouvent dans le 13h. Il y a de plus en plus de jeunes qui nous regardent. Merci Jean-Pierre Pernaut. Les débutants, on leur dit à qui vous pensez quand vous êtes face à la caméra. Je ne sais pas si c'est votre caméra là, quand vous la regardez. Pendant très longtemps, ça a été ma mère, qui est morte à l'âge de 102 ans il y a 4 ans. Tous les jours, je lui parlais. On parle à une personne. Pas 5 millions, sinon on part en courant. À qui vous pensez là, pour dire au revoir, pas tout de suite, au revoir bientôt. Je vous le dirai pas. Voilà. Bonne chance. Merci Jean-Pierre Pernaut. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli chez moi. Voilà, bienvenue chez vous. À bientôt.